Bonsoir, nous sommes le 21 mai 2015, nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les principaux titres. Selon le syndicat SNUIPP, 74% des professeurs des écoles estiment que l'organisation des rythmes scolaires a un impact négatif sur les élèves. Mais attrape, c'est en raison des contraintes budgétaires que de nouveaux ajustements pourraient se mettre en place. Les enseignants se mobilisent. Des personnalités du sport, du spectacle et de la recherche présentent au club de tennis des Pyramides à Port-Marly une opération de soutien à l'association yvelinoise Imagine for Margot qui collecte des fonds pour aider la recherche contre le cancer des enfants. Et puis la parentalité au cœur du spectacle Nos chers enfants, présenté le 26 mai à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux, auteur, comédien, notamment invité du journal pour en parler tout à l'heure. Alors que le comité de suivi des rythmes scolaires de la ville de Trappes se réunissait mardi soir, les enseignants de la commune avaient choisi de distribuer des tracts pour informer les parents de leur mécontentement. Si les horaires venaient à changer, ce serait tout simplement la troisième fois en 3 ans. Mélanie Poquet et Elodie Moine. Rentrée scolaire 2014, le planning des élèves trappistes ressemblait à ça. Septembre 2015, il pourrait être à nouveau transformé. C'est ce qu'envisage le comité de suivi des rythmes scolaires de la commune. Donc, si vous voulez, le scénario proposait une alternance d'horaires selon les écoles. Une école finissait à 15h, le lendemain à 16h30, et comme ça on alternait, ils pouvaient utiliser les animateurs sur plusieurs écoles en fonction des soirs. Seulement ça pose énormément de problèmes par rapport à l'enseignement. Sur le plan scolaire, on ne souhaite pas que ce soit le périscolaire qui prime sur le scolaire, sur les temps d'enseignement des élèves. Donc c'est le scolaire qui doit passer avant tout. Cette solution permettrait de réduire le nombre d'animateurs assurant le périscolaire. C'est un problème d'effectif de 15h30 à 16h30 qui est au cœur de la réforme. Mais cette solution entraînerait aussi des journées de 6 heures pour les élèves, alors que les rythmes mis en place par l'éducation nationale imposent des journées de 5h30 maximum. La ville de Trappes connaîtrait alors sa troisième réforme en 3 rentrées scolaires. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a mis un rythme, enfin on nous a imposé une modification de rythme. Bon, c'était national a priori, donc voilà, on l'encaisse un petit peu, même si on ne le veut pas. Et ça se met en place de façon très très difficile l'an dernier. Finalement, on arrive à trouver un semi-équilibre cette année avec des journées qui se ressemblent toutes, c'était déjà pas mal en maternelle en tous les cas. Et là, on remet tout en l'air, on fait tout sauter parce que manque de personnel qualifié, manque de moyens, mais bon, on parle de moyens, on parle de finances, mais on parle pas beaucoup d'enfants dans l'histoire. Les enseignants mobilisés souhaitent rester aux horaires déjà en place. La mairie fixera définitivement les conditions de la réforme la semaine prochaine lors d'une dernière réunion et ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Dans une quinzaine de jours se déroulera à Saint-Quentin en Yvelines le festival Alternatiba. Ce sera sur la commune de La Verrière. 2 jours pour alerter, pour mobiliser, réfléchir, échanger sur le changement climatique notamment. Il s'agira de la première édition de ce rendez-vous en Île-de-France. Le programme a été dévoilé ce matin. Mélanie Poquet, William L. Le programme vient d'être dévoilé. Les 6 et 7 juin prochains, la ville de La Verrière accueillera pendant 2 jours le village des alternatives du festival Alternatiba Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, exposants, ateliers, conférences, mais aussi concerts, représentations de théâtre et lecture de contes à destination des enfants. C'est un moment festif et un festival qui a pour objectif de montrer des alternatives et des alternatives positives au changement climatique. Parce que notre constat d'origine est qu'on parle trop souvent de manière négative du changement climatique, c'est toujours une contrainte. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer que ça peut être aussi une opportunité. Ça peut être une opportunité de montrer des choses positives aux gens, de voir d'autres façons de vivre, plus en accord avec la nature. Héritier du festival Alternatiba de Bayonne du 6 octobre 2013, celui de Saint-Quentin en Yvelines sera le premier organisé en Île-de-France. Le village des alternatives se trouvera autour d'Orly Park et de la salle du Scarabée. Grâce à un financement participatif concluant, le festival a récolté plus de 17 000 €. L'accès au village sera gratuit. L'entrée par le festival peut se faire d'à peu près toutes les rues de la Verrière, donc c'est vraiment l'idée d'utiliser les rues, de créer un village au premier sens d'un village. C'est-à-dire qu'un village est évidemment un lieu ouvert à tous, tous les gens qui passent et qui ont envie de s'arrêter. Pour assurer le fonctionnement ainsi qu'un bon accueil des 5000 visiteurs attendus, le collectif recherche des bénévoles. Et si le village découpé en 11 quartiers thématiques ne durera que le temps d'un week-end, le collectif espère que les idées deviendront durables.
7 matchs pour des enfants sans cancer, c'est le mot d'ordre hier. C'était le mot d'ordre hier au club des Pyramides de Port-Marly. Le site était ouvert exceptionnellement au profit d'une association, Imagine for Margot, association qui soutient la recherche médicale, qui aide au bien-être également des jeunes malades. Plusieurs artistes et sportifs étaient présents. Yolène Torres et William L pour les images. 7 matchs pour des enfants sans cancer, c'est le nom de l'événement organisé hier par l'association yvelinoise Imagine for Margot. Au club des Pyramides de Port-Marly, les visiteurs ont pu profiter d'animations diverses. Objectif, collecter des fonds pour le bien-être des enfants dans les hôpitaux. Quand ils sont à l'hôpital dans ce type de maladie, c'est longtemps. C'est pour des traitements qui sont toxiques, agressifs. Et si on peut un peu améliorer leur quotidien, eh bien c'est à la fois bien pour les enfants et pour les parents. Des jouets, des tablettes ou encore du mobilier, c'est ce qui ressort de leur enquête auprès des hôpitaux pour connaître leurs besoins. Hier, chacun y a mis du sien, des enfants, des magiciens, des danseurs ainsi que des personnalités au grand cœur. Parmi elles, Nicolas Mahut, joueur de tennis professionnel. En pleine préparation pour Roland Garros, il a fait un crochet dans les Yvelines pour la bonne cause. Voilà, les enfants malades, je me sens concerné. Moi-même, je parraine déjà une association qui s'appelle Rêve, justement pour réaliser les rêves d'enfants malades. Donc tout de suite, j'ai été sensible à cette invitation. Et pour moi, ça me semblait normal d'essayer de participer à ce genre d'événement. Margot, la fille de Patricia, est décédée à l'âge de 13 ans d'une tumeur au cerveau. C'est lorsqu'elle se battait contre la maladie que sa mère s'est aperçue qu'il y avait très peu de traitements adaptés aux enfants dans des cas de cancer difficiles. On a décidé, lorsque malheureusement elle nous a quittés, de monter cette association pour vraiment essayer de développer la recherche sur le cancer des enfants, des nouveaux traitements spécifiques pour les enfants. Et en même temps pour sensibiliser à cette cause parce qu'on ne sait pas que les enfants ont des cancers. Et c'est quand même 2500 enfants en France qui chaque année sont diagnostiqués et 500 qui en meurent. Des chiffres qui en disent long et qui font du cancer la première cause de décès des enfants par maladie. En 3 ans, l'association a versé 1 300 000 € à la recherche de traitements spécifiques pour les enfants atteints de cancer. Rendez-vous le 27 septembre prochain au parc de Saint-Cloud pour la 4e édition de la course Enfants sans cancer. Une pluie de stars également ce mardi sur le golfe de la Queue les Yvelines. 50 sportifs de haut niveau se sont affrontés sur le green pour la 23e édition du Tea-Break. Ils ont ensuite participé à une soirée d'enchères caritatives au profit de l'association SOS Gazelle. 16 000 € ont été collectés. En parallèle de cette manifestation, les athlètes ont également animé des ateliers pendant toute la journée. Des élèves des lycées professionnels Matisse et Blériot de Trappes et des étudiants de Versailles ont notamment pratiqué la boxe avec Jean-Marc Mormec, le boxeur qui était au micro de Mickaël Elmidoro. C'est toujours important, on est avec des jeunes, on les encadre, et puis on fait des activités que l'on aime. Et puis c'est bien, c'est une détente aussi, c'est le moment aussi de rencontrer les autres sportifs et d'échanger. Ils se débrouillent tous bien, en tout cas de toute façon c'est la volonté qu'ils mettent justement à pouvoir faire l'exercice, à comprendre le sport et puis l'envie qu'ils ont. C'est une super idée, une initiative, j'espère que ça va encore continuer encore longtemps et que c'est jeune et puis il y en aura encore de plus en plus. Les invités de cette édition, ils sont 3. Jade Lanza, bonsoir. Vous êtes auteur de la compagnie au pied de la lettre, comédienne également. Comédien, Laurent Suire, bonsoir. Et Marie-Noël Tarot, bienvenue en plateau également. Bonsoir. Maire adjointe à Montigny-le-Bretonneux en charge de la solidarité et de l'action sociale. On va évoquer cette pièce qui sera jouée le 26 mai à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux par votre compagnie. Une pièce présentée avec notamment le CCAS, le Centre d'action sociale de la commune de Montigny. Le nom de cette pièce, Nos chers enfants. Il y est question du bonheur, mais aussi de la difficulté d'être parent. Jade Lanza, vous êtes à l'origine de cette création. Expliquez-nous un peu la démarche. Vous vouliez montrer la diversité dans la façon d'approcher la parentalité, justement. Oui, tout à fait. En fait, comme souvent, les œuvres sont autobiographiques. Ça vient de mon histoire d'enfant avec mes parents. Et j'ai eu envie de collecter des témoignages, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, chez d'autres parents. Et donc, comme ça, j'ai collecté des témoignages. J'ai fait cette mosaïque de personnages différents, d'émotions différentes, de points de vue différents. Voilà. 2 ans de travail, 2 ans d'enquête, en fait, un petit peu. Oui, tout à fait. 2 ans d'enquête et 6 mois d'écriture. 6 mois d'écriture. On va regarder tout de suite un premier extrait de cette pièce. Il y est question de l'autorité, de la fessée. Moi, je l'envoie au coin, c'est basique. C'est le coin, sans doudou, sans tétine, et tu ne parles pas. Une tape sur les fesses, ça n'a jamais défrisé personne. Si. Moi, je ferais pas comme ma maman. Parce que je trouve que ma maman, elle donne trop de fessées. Parfois, on mesure pas la force qu'on donne. Alors, si on me donne des fessées trop fort, ça peut faire mal. Moi, j'en donnerais pas beaucoup.
Parce que pour moi, c'est pas nécessaire de donner des fessées. Voilà des questions que se posent forcément les parents. On va évoquer le travail de comédien, la place du CCAS aussi au milieu de tout ça, de cette programmation. Tout d'abord, on l'a entendu, il y a une petite fille, c'est un peu le fil rouge dans cette pièce. Tout à fait, c'est le fil rouge de l'histoire. C'est une petite fille qui évoque, elle, quand elle sera grande, sa version de la maman qu'elle sera quand elle sera grande. Et elle revient comme ça de temps en temps tout au long du spectacle pour donner son point de vue par rapport à ce que disent les parents tout au long du spectacle. Et pour autant, c'est un spectacle qui s'adresse aux parents. Tout à fait. Voilà, pour être très clair, et je ne l'ai pas précisé, c'est également en entrée libre. Oui, voilà, tout à fait. La pièce. Marie-Noëlle Tarot, comment vous vous êtes associée avec la ville sur ce projet, cette présentation justement? Alors c'est la maison de la famille qui prend une partie de toutes les activités que nous essayons de développer auprès des parents, des grands-parents, puisque nous avons voulu une thématique très large et non pas être sur ou une école des parents ou un lieu spécifique parents. Mais nous avons toujours voulu élargir et donc c'est pour ça que ça s'appelle la maison de la famille. Et effectivement, c'est la responsable de cette action qui, par le biais de Laurent Savard, que nous connaissons depuis longtemps et qui travaille aussi avec nous lorsque nous faisons nos actions sur le handicap, qui a pu découvrir cette pièce de théâtre et qui nous en a parlé et nous a convaincus que c'était un élément très important de pouvoir présenter ces différentes visions de la famille et des différentes réactions des parents, des enfants par rapport à le quotidien qui existe. Il y a un petit côté pédagogique, apporter des réponses d'une autre façon à travers un spectacle cette fois-ci. Voilà, c'est pédagogique. Je ne sais pas si on est là pour faire de la pédagogie auprès des parents. Les parents, ils ont la possibilité eux-mêmes de réfléchir et d'évoluer dans leur façon de s'occuper de leurs enfants. Je crois que c'est à chacun de découvrir et donc effectivement de présenter une palette comme un patchwork qui était évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est un bon moyen de peut-être pouvoir effectivement accrocher, se dire ah tiens j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû, ou ah si j'ai fait ça c'est bien, je vais continuer dans cet axe-là. Voilà. C'était le but justement d'interpeller un petit peu les parents, de leur faire des propositions. Oui, je pense que ça peut faire réfléchir, ça peut évoquer effectivement des souvenirs ou des idées. Tiens, ça, j'y aurais pas pensé, je pourrais faire comme ça, comme le conseil familial, par exemple, que joue Laurent Suire. Oui, ça peut interpeller. Effectivement, on a eu pas mal de retours de la part des spectateurs, d'ailleurs, des choses inattendues, assez émouvantes, d'ailleurs. Pour les comédiens, justement, Laurent Suire, le sujet, déjà. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Oui, moi j'avais vu par hasard une lecture de Nos chers enfants. J'étais pas encore sur le projet. J'avais adoré, donc on avait discuté après avec Jade, avec Rémi, avec les autres comédiens, et j'avais trouvé ça formidable. Et puis ils m'ont rappelé un mois après en me disant voilà, on a quelques dates. Est-ce que ça te dit? Et je dis oui. J'ai foncé, j'ai passé les essais, et ça s'est bien passé. Et moi, étant parent, étant père de famille de 2 jeunes enfants, fatalement ça m'a plu tout de suite, quoi. Et de jouer des personnages différents, complètement différents de moi, mais voilà, qui vont plaire et qui vont parler à tout le monde quelque part. C'est vraiment jouissif. Parce que vous l'avez dit, des personnages, vous êtes 4 sur scène, il y a une trentaine de personnages en tout. On est 8, il y a 8 personnages par comédien. Oui, c'est schizophrénique, c'est en même temps c'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une seule parentalité, il y a ce que disait Jean Renoir dans La règle du jeu, le grand problème de ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et là, tout le monde a ses raisons. Voilà, chaque personnage a ses raisons, se défend. Voilà, après il peut y avoir des choses drôles, des choses beaucoup moins drôles, mais c'est ça qui est vraiment passionnant. Et voilà, c'est le mystère de la création d'enfants et comment les éduquer. Mais il n'y a aucun jugement à travers toute la pièce. Absolument aucun jugement. Oui. Aucun. Vraiment, chacun a ses raisons. Et il y a, en tant que comédien, on ne juge pas une seule fois les personnages. On les joue avec énormément de plaisir et on les écoute. Là, on répétait dernièrement. Moi, je réécoutais le texte, donc voilà, et je me rendais compte de choses très justes. Chez chaque personnage, vraiment de choses très justes. Il y a des âges différents, il y a des sexualités différentes, et c'est oui, parce que les préoccupations contemporaines, c'est aussi abordé à travers cette pièce. La gestation pour autrui, par exemple, encore le mariage pour tous. On écoute un nouvel extrait de cette pièce. Être en couple avec une femme, c'est compliqué. Enfin, je veux dire dans la façon de faire un enfant, bien sûr.
On a d'abord cherché un couple d'hommes. Mais très vite, on s'est dit, il va falloir partager un enfant à 4. Il va falloir partager leur opinion, leur éducation, leurs convictions politiques et religieuses jusqu'à la fin de notre vie. Et on n'avait vraiment pas envie de ça. Avec mon mari, on avait décidé d'avoir un enfant. Au bout d'un an, on a commencé à s'inquiéter. Du coup, on a fait des examens de contrôle. Petit à petit, on a mis le doigt dans l'engrenage de la procréation médicalement assistée. Et là, on te prend la main, le bras, le corps, tout. On te broie. Le désir d'enfant se transforme en obsession d'enfant. GPA, mariage pour tous, homosexualité, il n'y a pas de tabou dans ce que vous avez souhaité aborder. Ouais. Adoption, handicap, la mort aussi, ça a été un sujet assez difficile. Je ne voulais pas l'aborder au début. Et puis, vous y étiez mis des barrières au tout début. Au début, c'était un sujet que je ne voulais pas aborder, ça me faisait un peu peur. Et puis finalement, en parlant autour de moi, des amis m'ont convaincue, ils m'ont dit si tu parles de ce sujet, il faut aussi aborder ça, parce que ça existe, ça fait partie de la vie. Oui. Et donc j'ai interviewé une personne qui a perdu un enfant dans un accident de voiture. C'était une interview assez difficile d'ailleurs, c'était vraiment pas simple. Et puis finalement, je suis contente que ce témoignage existe dans le spectacle, parce que effectivement, il faut en parler, il faut l'aborder, ça existe. Pour le travail que vous menez avec la municipalité, toujours dans l'optique justement de cette structure, c'était important aussi de s'adresser à tout le monde, que personne ne soit exclu et que tous les thèmes, tout le monde, une fois de plus, puisse s'y retrouver. Tout à fait. C'est depuis le début, la création de cette maison de la famille, c'est vraiment l'objectif que tout le monde puisse se retrouver et chacun a sa vie et chacun essaye, je vais dire, de s'en sortir le mieux possible en réponse aux attentes des enfants. Et effectivement, pour certaines familles, le deuil, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très difficile et peut-être que ça apportera un petit peu de soulagement à une famille à qui ça a pu arriver, parce que c'est vraiment quelque chose de très douloureux. On redonne la date de la représentation, 26 mai, 20h30, salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Il y a déjà eu des représentations dans d'autres régions auparavant. Est-ce que c'est une pièce qui va évoluer aussi ? Oui, on a d'autres dates en attente. Et oui, mais sur la conception aussi, est-ce que vous évoluez dans les dialogues, dans les scènes qui peuvent... Non, par contre, le spectacle est structuré de cette manière, donc ça ne va pas changer. Par contre, on actualise régulièrement. Parce que par exemple, quand j'ai interviewé des personnes qui me parlaient du mariage pour tous, c'était avant que la loi passe. Donc la loi est passée, du coup j'ai dû actualiser certains témoignages. Voilà. Et je voulais préciser aussi, il y a effectivement des témoignages assez tristes, assez dramatiques, mais il y a énormément d'humour. Oui, aussi. Oui, il y a beaucoup d'humour. Oui, on est revenu sur des thèmes qui étaient... C'est extrêmement gai, la parentalité, et il y a des moments de toute façon très drôles. Même si c'est des ennuis à la base, mais il y a des choses très très drôles. Il y a des parents dépassés par le changement des couches, par exemple. Justement, quelles sont vos difficultés avec vos enfants? C'est notre question du jour, micro-trottoir, et on conclut ce plateau juste après. C'est pas évident, il faut tout le temps organiser, il faut toujours être à l'heure, et c'est plein d'organisation en fait. Essentiellement des difficultés d'orientation, de savoir vers quel métier se diriger. L'organisation, c'est vrai que c'est difficile, mais sinon, pour l'instant, moi, les miens, ils sont en bas âge. D'accord. Crèche, et puis il vient de naître. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Non, je n'ai pas eu de soucis plus importants que ça, mis à part une séparation qui a fait un peu difficulté, on va dire, au niveau de l'équilibre des enfants, mais non, ça s'est bien passé. Et toutes les questions... À notre époque, on ne parlait pas trop de sexualité, vous voyez. D'accord. Quand les enfants en parlaient, il fallait aller soit vers les spécialistes, soit le recours aux livres, soit entre eux, quoi. En tant que comédien, vous vous êtes nourri de votre expérience aussi. Oui, c'est tout parce que le monsieur a dit j'ai pas eu de soucis à part une séparation, petite séparation, et on en parle à un moment donné dans le spectacle fatalement. Et on se rend compte que la séparation est rentrée dans les mœurs maintenant. Voilà. Et puis un couple de grands-parents en parle avec les. C'est très très drôle. C'est vraiment un couple de grands-parents qui dure, je sais pas, peut-être 10 minutes, je sais pas. Pour moi, moi j'y suis pas dedans, mais je trouve ça formidable. Voilà. Nos chers enfants, salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux, le 26 mai à 20h30. Merci à tous les trois d'être passés en plateau. La suite du journal avec cette opération originale. Après une série d'ateliers dirigés par un comédien, des élèves de 6e, de 5e, de Saint-Quentin en Yvelines se sont retrouvés au Prisme à Elancourt pour un concours de menterie. Il s'agissait de raconter une histoire incroyable mais crédible, un savant mélange de mensonges et de vérité, comme nous l'explique Yolène Thorez.
Et là, ça a vraiment commencé. D'abord, il y a eu les éléphants avec leurs trompes et les énormes oreilles. Et puis après, il y a eu les cracheurs de feu. Et après, il y a eu les jongleurs. Et après. Et moi, j'attendais les clowns. Les clowns, c'est le plus amusant. Une histoire a priori banale racontée sur scène devant un public. Cette semaine, des collégiens yvelinois ont tenté de remporter le concours de la meilleure menterie. Un concours organisé pour la 2e année consécutive au Prisma Elancourt. L'idée, c'est de travailler le genre de la menterie qui n'est pas du mensonge, qui est un mensonge mais en dentelle un petit peu, qui a plus de finesse que le mensonge, qui donc part de quelque chose de vraisemblable et qui finit par basculer sur quelque chose d'invraisemblable à la fin. Comme les autres, dur de se lever, d'autant que j'avais passé un super week-end. J'étais allée à Paris dans un café manga avec 12 000 mangas à lire, des boissons à volonté. Comme j'étais encore un peu sonnée, je ne l'ai pas vu arriver. Et je me suis cognée très fortement. Aïe! Organisé par la communauté d'agglomération et le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, le concours a réuni 8 classes de 6e et de 5e. Avec le compteur, les élèves ont travaillé leur menterie lors d'ateliers dans chaque collège. Ça leur permet de développer leur imaginaire, de développer aussi leur vocabulaire, de leur apprendre à se produire sur scène. Donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu à du théâtre et du coup c'est vrai qu'ils ont tout de suite accroché en fait dès qu'on a commencé les ateliers. Faire durer l'histoire, donner des détails, la rendre vivante, un seul élève par classe était sélectionné pour monter sur scène et participer à cette grande finale. Ce jour-là, ils sont aussi jugés sur l'originalité de l'histoire, le vocabulaire ou encore l'attitude. Ils appliquent les bons conseils du conteur. D'écrire long, de parler lentement et voilà. Par exemple, de faire des gestes, de bien respirer pour pas avoir le trac et tout ça. Baptiste est le grand gagnant de cette édition. Ses camarades du collège Albert Einstein de Manille-les-Hameaux sont tous fiers de lui. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Nous repartons à présent sur la croisette sur place pour Radio Sensation et pour TV Fil 78 depuis lundi. Nicolas Kirillovitz à la rencontre des Yvelinois et ce soir du fondateur de la société Blackbird. C'est une société de location de véhicules de luxe avec chauffeur, des véhicules néanmoins écologiques. Le Festival de Cannes est forcément une vitrine exceptionnelle pour les marques. Chaque année, elles sont plus d'une vingtaine à s'installer sur la croisette pour profiter du rayonnement de l'événement. Il y a les couturiers, les joailliers qui se battent pour habiller les stars et les grandes marques alimentaires qui accueillent les people, les journalistes et les festivaliers sur des plages ou lors de soirées privées. David Emfer est un jeune ignimontain et il a flairé, lui, le bon filon pour faire connaître sa société de voitures avec chauffeur. À Cannes, pendant le festival, faire appel au service d'une voiture avec chauffeur n'a rien d'exceptionnel. Bonjour. Luxe, élégance, raffinement. Je vous en prie, installez-vous. Cannes, ses palmiers, ses stars, ses palaces. Pendant 10 jours, l'atmosphère est incomparable. C'est très intéressant de voir Cannes grouiller comme ça de personnalités, de gens. C'est le quotidien de David Emfer, son métier chauffeur privé. Ce jeune ignimontain de 28 ans a quitté la région parisienne où il travaille habituellement pour venir vivre le festival de l'intérieur. Pour une expérience, parce que Paris c'est très calme avec les ponts du mois de mai, parce que quitte à être dans des bouchons, autant être, vu que l'opportunité se propose, être dans des bouchons sur le bord de mer, et pour gagner de l'argent, c'est calme à Paris, ça bouge beaucoup pendant le festival, donc on a tout à gagner à descendre pendant la période, en tout cas travailler sur Cannes. Et financièrement, c'est plutôt avantageux puisqu'il fait 2 à 3 fois plus de chiffre d'affaires qu'à Paris. S'il travaille pour Uber et chauffeur privé, David Emfer est aussi le patron de sa propre entreprise. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au plaisir. Ça marche. Au revoir. Après quelques années dans la vente et des études d'ingénieur du son au 3e rap, face à la précarité du milieu d'intermittent du spectacle, David décide de se reconvertir et de créer sa propre société. Quand j'étais en période de chômage, j'ai eu des expériences en tant que chauffeur pour des événements comme Roland Garros, les Masters de Bercy, et donc qui m'ont donné envie de ne pas faire ça uniquement en intérim pour des événements ponctuels, mais de faire ça en permanence. Et donc j'ai créé ma société à partir de là, j'ai lancé la création de la société. David s'est investi à 100% dans la création de sa société de transport, 6 500 € pour l'entreprise, puis 80 000 € pour acheter sa berline. Blackbirds est né mi-décembre 2014 et David ne regrette pas son choix.
Ça se passe très bien. Je pensais que ça allait être plus répétitif ou plus, mais en fait non. C'est très intéressant humainement de rencontrer beaucoup de monde. Après, bon, moi j'aime beaucoup conduire, donc ça facilite aussi les choses. J'aime beaucoup le service à la personne, donc le mélange des trois fait que c'est un métier qui me plaît énormément et qui se passe pour l'instant très bien. Sur les 6 premiers mois, en tout cas, c'est que du bonheur de se lever le matin pour aller travailler. David est au volant d'une voiture écologique, une voiture électrique de la marque Tesla. Si l'investissement a été conséquent à l'achat, le véhicule s'avère rentable sur le long terme puisqu'un chauffeur roule en moyenne 70 000 km par an. La seule contrainte, trouver des bornes pour se recharger. Pendant le festival, David est obligé d'aller jusqu'à Fréjus, à 45 minutes de Cannes pour recharger sa voiture. Mais avantage tout de même, c'est gratuit. Entre 20 et 45 minutes, on recharge suffisamment de batterie pour atteindre un prochain superchargeur et donc faire, en faisant des sauts de puce, voyager gratuitement à travers l'Europe. Et sinon, en région parisienne, on peut se brancher sur toutes les bornes Autolib, on peut se brancher sur des chargeurs Nissan, dans les parkings, dans les centres commerciaux, il y a souvent maintenant des chargeurs qui sont, à part Autolib, en règle générale, tous gratuits. Pour l'instant, l'entreprise de David ne dispose que d'une seule voiture, mais il envisage d'en acquérir une deuxième dans l'optique de proposer des offres de transport sur mesure à sa clientèle. Demain vendredi, dernier volet de ce dossier consacré à Cannes et focus sur le festival des juniors. Le luxe toujours, mais à Versailles, avec hier soir au château une soirée organisée pour les 300 ans de Martell, célèbre marque de cognac charentaise. 300 ans, 300 invités, vedettes de la soirée, également ambassadrice de la marque, l'actrice Diane Kruger. Et puis, juste avant le repas, composé notamment de rouleaux de homard, d'un melba d'huître et de Saint-Jacques aux algues, ou encore d'une soupe au pain grillé à la truffe, c'est la patrouille de France ensuite, auparavant, qui s'est invitée pour l'apéritif. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous vendredi pour l'essentiel du jour, le résumé de la semaine, replay des précédentes éditions de nos reportages sur notre site internet dès à présent. À demain.